Lorsque Nelson Mandela, une figure dont le nom résonne comme un symbole universel de liberté et de résilience, foula pour la première fois le sol mozambicain, une femme nommée Graça Machel ressentit une impulsion silencieuse, une envie profonde d'être présente pour cet instant chargé d'histoire. Ce n'était pas seulement la présence physique de Mandela qui l'attirait, mais l'aura qu'il portait, celle d'un homme qui avait enduré des décennies de lutte, d'emprisonnement et de sacrifice pour devenir un phare d'espoir pour des millions de personnes. Des années plus tard, alors qu'elle entamait la fin de sa 7e décennie, Graça choisit de partager son propre récit, non pas en tant que simple compagne d'une légende mondiale, mais comme une femme qui avait vu l'homme derrière le mythe, partager ses moments de doute, ses éclats de joie, ses instants de fragilité humaine. Pendant des décennies, elle était restée dans l'ombre, observant le monde élever Mandela au rang d'icône presque divine, une figure intouchable dont l'image semblait sculptée dans la pierre. Mais à travers une œuvre intitulée Brise, elle décida de révéler une vérité plus intime, celle d'un mariage qui surprit le monde, défia les scepticismes et confirma des murmures longtemps tus mais jamais pleinement assumés. Si cette histoire d'amour et d'humanité vous touche, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits aussi captivants et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Leur rencontre n'avait rien d'une romance digne des contes de fées. Elle se déroula dans un cadre formel, lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation en Afrique australe, à un moment où les cicatrices du colonialisme, de l'apartheid et des luttes pour l'indépendance pesaient encore lourdement sur le continent. À cette époque, Mandela et Graça étaient déjà des figures marquées par des vies de combats acharnés. Mandela, ayant achevé son mandat historique comme premier président noir d'Afrique du Sud, était célébré à travers le monde comme un symbole de pardon, de persévérance et d'unité. Ces 27 années passées dans les geôles de Robben Island et d'autres prisons sud-africaines avaient forgé une réputation de résilience, un homme capable de transformer la souffrance en un message d'espoir universel. Graça, de son côté, était une femme d'État d'une stature impressionnante. Née en 1945 dans un village rural du Mozambique, elle avait grandi dans l'ombre d'une tragédie personnelle. Son père était décédé 17 jours avant sa naissance, laissant sa mère élever seule 6 enfants dans un contexte de privation. Malgré les barrières imposées par une Afrique coloniale, où l'éducation pour les filles noires était un privilège rare, Graça s'était frayé un chemin à travers des écoles missionnaires, obtenant une bourse pour étudier à Lisbonne. Revenue dans son pays natal, elle s'était engagée dans la lutte pour l'indépendance au sein du Frelimo, le mouvement de libération mozambicain. À seulement 30 ans, elle devint la première femme ministre de l'Éducation et de la Culture d'une nation africaine indépendante, transformant radicalement l'accès à l'éducation dans un pays où moins de la moitié des enfants allaient à l'école. Veuve de Samora Machel, premier président du Mozambique, mort dans un tragique accident d'avion en 1986, elle portait en elle une force forgée par le deuil, la responsabilité et une détermination à toute épreuve. Leur première rencontre fut empreinte d'une discrétion presque imperceptible. Il n'y eut ni regards enflammés ni gestes ostentatoires, mais une reconnaissance mutuelle, un respect instinctif entre deux âmes qui avaient payé un prix élevé pour leurs idéaux. Leurs échanges portaient sur des sujets graves et urgents, l'éducation comme fondement de la liberté, la protection des droits des enfants, les espoirs fragiles d'une Afrique australe encore marquée par les divisions et les injustices. Pourtant, sous ces discussions formelles, un lien plus profond se tissait, une compréhension partagée du sacrifice, de la solitude du leadership et des pertes personnelles qui accompagnent une vie dédiée à une cause plus grande que soi. Pendant des mois, ils entretinrent une correspondance discrète, échangeant des lettres manuscrites, partageant des repas dans l'intimité, loin des regards indiscrets de la presse et des spéculations publiques. Lorsque les premières rumeurs de leur relation commencèrent à circuler, elles prirent le monde par surprise. Mandela, approchant ses 80 ans, était perçu comme un sage, une figure presque sacrée dont chaque geste semblait chargé de symbolisme. Graça, de 27 ans sa cadette, était une femme d'État respectée, une militante et une humanitaire, mais leur union semblait improbable aux yeux de beaucoup. Certains y voyaient une alliance stratégique, un mariage de convenance entre deux figures publiques habituées à naviguer sous les projecteurs. D'autres murmuraient des doutes sur la sincérité de leurs sentiments, se demandant si l'amour pouvait vraiment naître dans un contexte aussi chargé d'attentes et de symboles. Mais Mandela et Graça restèrent imperméables à ces jugements. Lui, qui avait passé des décennies sous l'œil scrutateur du monde, savait que les opinions publiques étaient éphémères et souvent superficielles. Elle, souvent réduite à ses liens avec des hommes puissants, refusa de laisser les ragots définir son histoire ou ses choix. Leur relation s'épanouit dans la quiétude des moments privés, loin des caméras, dans des instants de simplicité et d'authenticité. Si cette histoire d'un amour inattendu et résilié vous captive,
Abonnez-vous pour explorer d'autres récits humains et partagez vos réflexions dans les commentaires. Pour Mandela, Graça devint une partenaire qui lui offrait un refuge, une intelligence vive et une tendresse rare dans les dernières années de sa vie. Elle n'était pas seulement une compagne, mais une égale, une femme capable de comprendre les complexités de son parcours tout en apportant sa propre perspective, forgée par des décennies de lutte et de leadership. Pour Graça, Mandela était un homme qui, malgré sa stature mondiale, la traitait avec un respect profond, valorisant son expérience, son indépendance et sa vision. Le jour de son 80e anniversaire, en juillet 1998, Mandela lui demanda de l'épouser. Leur mariage fut une cérémonie intime, entourée de leur famille et de quelques amis proches, un contraste saisissant avec l'effervescence médiatique qui suivit. Les journaux du monde entier s'emparèrent de l'événement, certains célébrant cette union comme un symbole d'espoir et de réconciliation, d'autres la disséquant avec curiosité ou scepticisme. Mais ce que les manchettes ne pouvaient capturer, c'était la simplicité de leur lien. Dans leur foyer, loin des regards, ils partageaient des moments ordinaires, des éclats de rire nés de l'humour malicieux de Mandela, des discussions sur les affaires du monde, des instants de silence complice. Graça décrivit plus tard leur amour comme un partenariat bâti sur un respect mutuel, une rareté dans une vie où chacun avait porté des responsabilités écrasantes. Leurs différences d'âge, les spéculations extérieures, les attentes du public, rien de tout cela ne pouvait ébranler la solidité de leur fondation. Leur histoire était celle de deux âmes qui, ayant traversé des tempêtes, trouvaient du réconfort dans la présence l'une de l'autre, une connexion qui transcendait les conventions et les jugements. Si cette histoire d'amour authentique et inattendue vous inspire, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent l'humanité et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Pour Le Monde, Nelson Mandela était bien plus qu'un homme, il était une icône, un lauréat du prix Nobel de la paix, un père de l'Afrique du Sud libre, une figure dont la simple présence semblait apaiser les tensions et inspirer les nations. Mais pour Graça, il était avant tout un être humain, avec ses forces, ses failles et ses contradictions. Une fois les discours terminés, les caméras éteintes, les portes closes, elle voyait l'homme derrière la légende. À la maison, Mandela était celui qui plaisantait sur ses talents culinaires, souvent avec une autodérision espiègle, ou qui insistait pour lire les journaux à voix haute chaque matin, même lorsque sa vue s'affaiblissait, un rituel qu'il maintenait avec une détermination presque comique. Il refusait parfois les appareils auditifs prescrits par ses médecins, affirmant avec un sourire têtu qu'il entendait parfaitement bien. Graça, avec une patience empreinte d'humour, le convainquait doucement de les porter, transformant ces moments en échanges tendres et complices. Ces instants révélaient un Mandela imparfait, loin de l'image polie des livres d'histoire, un homme qui pouvait être à la fois entêté et vulnérable, sérieux et joueur. Si cette vision humaine d'une icône vous touche, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires authentiques et partagez vos réflexions dans les commentaires. Son rapport de 1996 pour l'ONU sur l'impact des conflits armés sur les enfants fut un tournant, attirant l'attention mondiale sur les victimes oubliées des guerres. Ce document, rigoureux et poignant, devint une référence pour les politiques humanitaires, plaidant pour la protection des enfants dans les zones de conflit. Ses efforts furent reconnus par des distinctions internationales. Le Africa Prize en 1992 pour sa contribution à l'éradication de la faim, la médaille Nansen de l'ONU en 1995 pour son travail humanitaire, et une reconnaissance de la reine Elisabeth II en 1997, lorsqu'elle fut nommée Dame commandée of the Order of the British Empire. Son influence s'étendit à l'éducation mondiale. De 1999 à 2019, elle fut chancelière de l'Université du Cap, puis présidente de la SOA à Londres en 2012, et chancelière de l'Université africaine du leadership en 2016. En 2007, elle cofonda The Elder avec Mandela et Desmond Tutu, un groupe dédié à résoudre les crises mondiales, du conflit au Moyen-Orient au mariage des enfants. Lorsque Graça entra dans la vie de Mandela, elle n'était pas une femme en quête de reconnaissance. Elle avait déjà construit un héritage impressionnant, marqué par des décennies de lutte et de leadership. Leur mariage ne fut pas une fusion d'identité, mais un partenariat entre deux individus qui se respectaient profondément. Même après leur union, Graça poursuivit ses engagements, dirigeant des fondations, militant pour les droits des femmes et des enfants, et refusant de se laisser réduire à un rôle d'épouse. « J'ai aimé de grands hommes », déclara-t-elle un jour, mais ma grandeur ne vient pas d'eux. J'ai ma propre histoire. Cette affirmation était un manifeste de son indépendance, une déclaration qu'elle réaffirmait à chaque étape de sa vie. À mesure que les années 2000 avançaient, la santé de Mandela déclina. Pour un homme qui avait enduré des décennies de travaux forcés à Robben Island, le poids de l'âge était inévitable.
Graça, qu'il avait vu autrefois marcher avec assurance sur les scènes internationales, devint son roc, l'aidant à naviguer dans un corps de plus en plus fragile. Elle se souvenait de ses yeux, autrefois pétillants d'énergie, qui s'éteignaient peu à peu, de sa voix, jadis puissante, qui s'affaiblissait. En 2009, elle confia avec une douleur contenue à une chaîne sud-africaine, « Vous voyez cette lumière s'estomper, et même si vous savez que c'est la vie, cela vous brise le cœur. » Mandela, connu pour sa résilience, luttait contre sa propre fragilité. Il repoussait parfois l'aide, refusait les conseils médicaux, insistait pour marcher sans assistance. Graça, avec une patience infinie, trouvait l'équilibre entre respecter sa fierté et veiller sur son bien-être. Ces moments, loin des regards, révélaient un amour pratique, ancré dans les petits gestes du quotidien. Lors de la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, le monde entier vit Graça soutenir doucement le bras de Mandela lors de la cérémonie de clôture. Ce geste, simple en apparence, était un acte d'amour profond, un rappel qu'elle était là pour lui, comme il l'avait été pour elle. Pour Graça, ce n'était pas une performance publique, mais un moment de tendresse, une façon de stabiliser une silhouette autrefois indomptable. Lorsque Mandela s'éteignit en décembre 2013, à l'âge de 95 ans, d'une pneumonie, le monde entier entra en deuil. Des chefs d'État affluèrent de tous les continents, des convois de sécurité envahirent les rues de Johannesburg, et une cérémonie commémorative devint l'un des plus grands rassemblements de dirigeants de l'histoire moderne. Barack Obama prononça un éloge vibrant, les chants résonnèrent, et Mandela, surnommé Madiba, fut célébré comme une figure quasi divine. Mais pour Graça, ce spectacle était étrangement vide. Elle se tenait près du cercueil, digne, observant des dirigeants qui avaient à peine connu son mari rivaliser pour l'honorer avec éloquence. Pour elle, Mandela n'était pas seulement le symbole de la réconciliation. Il était l'homme qui l'embrassait tendrement avant de dormir, qui plaisantait maladroitement à table, qui écrivait des notes affectueuses d'une écriture soignée. Son chagrin était intime, loin du théâtre politique. Si cette humanisation d'une icône vous émeut, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits profonds et partagez vos pensées dans les commentaires. Après les funérailles, Graça se retira de la vie publique. Pendant des mois, elle chercha le silence, non pas pour fuir, mais pour panser ses blessures et retrouver son équilibre. Elle parla peu de Mandela durant cette période, laissant le monde pleurer pendant qu'elle affrontait le vide de leur maison. Lorsqu'elle brisa enfin son silence, ce ne fut pas pour glorifier le mythe, mais pour révéler l'homme. Nelson n'était pas parfait, confia-t-elle dans une interview franche. Il était bon, profondément bon, mais il avait ses colères, ses regrets, ses doutes. Il luttait avec la culpabilité du temps perdu avec ses enfants, avec le sentiment de ne pas avoir tout accompli. Ces mots n'étaient pas une critique, mais un hommage à son humanité. Elle voulait que le monde se souvienne de lui comme d'un homme qui, malgré ses failles, choisissait chaque jour la bonté. En humanisant Mandela, elle rendait son héritage plus accessible, montrant que la grandeur ne vient pas de la perfection, mais de la persévérance. Dans les années qui suivirent, Graça porta un fardeau unique. Souvent présentée comme la seule femme à avoir été première dame de deux nations, le Mozambique et l'Afrique du Sud, elle rejeta cette étiquette avec une fermeté tranquille. « J'ai aimé de grands hommes, mais je ne suis pas définie par eux », répétait-elle. Son silence initial n'était pas un abandon, mais une nécessité pour se recentrer. Lorsqu'elle commença à parler, ce fut pour rétablir un équilibre. Elle craignait que le mythe de Mandela, sculpté dans les statues, les noms de rues et les discours, n'efface l'homme qu'il était. « Si nous faisons de lui un saint, nous décourageons les gens ordinaires », expliquait-elle. Sa grandeur venait de sa capacité à se relever, à choisir le courage encore et encore. En racontant ces vérités, elle ne trahissait pas son héritage, elle l'enrichissait, rappelant que les héros sont humains, et que c'est dans cette humanité qu'ils nous inspirent le plus. Son propre parcours restait tout aussi remarquable. À travers le Graça Machel Trust, elle continua à défendre les droits des femmes et des enfants, créant des réseaux pour les entrepreneurs africaines, luttant contre le mariage des enfants et promouvant la santé maternelle. Elle s'engagea également dans les débats sur le changement climatique, plaidant pour que les jeunes Africains aient une voix dans les décisions qui affectent leur avenir. L'éducation et la santé ne doivent pas être sacrifiées pour l'adaptation climatique, insistait-elle lors de conférences internationales. Son leadership, forgé par des décennies de lutte, restait ancré dans une conviction profonde. Le progrès se mesure à la dignité des plus vulnérables, en particulier des femmes et des enfants. En 2017, lorsqu'elle fut élue membre honoraire de la British Academy, le monde reconnut enfin Graça comme une figure à part entière, non plus seulement comme l'épouse de Mandela. Elle continua à encadrer de jeunes leaders, les exhortant à tracer leur propre chemin.
Trouvez votre propre voie, leur disait-elle. Ne vivez pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Si son engagement pour un monde plus juste vous inspire, abonnez-vous pour suivre son parcours et partagez vos idées dans les commentaires. En 2018, lors de la Nelson Mandela Annual Lecture à Johannesburg, marquant le centenaire de Mandela, Graça se tenait aux côtés de figures comme Barack Obama et Cyril Ramaphosa. Alors qu'Obama parlait de la capacité de Mandela à infléchir l'arc de l'histoire, Graça écoutait avec une compréhension intime que peu pouvaient égaler. Elle seule avait connu l'homme derrière le héros, celui qui s'épuisait le soir, qui cherchait encore l'amour et le rire autant que le respect. Ses réflexions, lucides et empreintes d'espoir, rappelaient que la grandeur n'appartient pas au statut ou au sein, mais au choix quotidien de courage et de compassion. Sa vie, marquée par les révolutions, les tragédies et un amour profond, prouve qu'une femme peut changer l'histoire tout en restant fidèle à elle-même. Lorsqu'on lui demanda récemment ce qu'elle souhaitait qu'on retienne d'elle, Graça répondit après une pause, que j'ai vécu pleinement, que j'ai donné tout ce que j'avais, que j'étais plus que l'épouse de quelqu'un. J'étais une voix pour les sans-voix, une enseignante pour les oubliés, un miroir pour ceux qui cherchent leur propre lumière. Son histoire, entrelacée avec celle de Mandela, est un rappel que les héros sont humains, et que c'est dans cette humanité qu'ils nous inspirent le plus. Elle honore Mandela en le présentant non pas comme une statue, mais comme un homme qui doutait, aimait et persévérait. Elle s'honore elle-même en refusant de disparaître dans son ombre, en continuant à porter sa propre lumière à travers le monde. Que pensez-vous de l'idée que voir nos héros comme des êtres humains les rend plus inspirants? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent l'humanité derrière les légendes.